victimes, si je puis dire, des trafiquants et de ceux qui tiennent les trafics, parfois depuis et souvent depuis l'étranger. Moi, ce qui m'a interpellé dans le témoignage que nous avons pu écouter il y a quelques minutes, c'est le fait qu'il disait que lorsqu'il opérait ces trafics, lorsqu'il dealait ce jeune homme, il le faisait en famille. Je le cite, c'est la première chose. Et la deuxième, peut-être qui doit le plus nous interpeller, c'est qu'il est étonné, voire choqué, de la violence désinhibée aujourd'hui au sein de ces quartiers qui sont totalement gangrénés par la drogue. Et on le disait hors antenne, tout simplement parce qu'il y a énormément d'argent qui circule, peut-être beaucoup plus, on en est sûr même, beaucoup plus qu'il y a plusieurs années, et qu'il y a donc une concurrence, une convoitise entre les différents trafiquants qui s'adonnent à ces trafics et qui parfois sont prêts à tuer des opposants de cartels différents. C'est vraiment ce qui devrait, ces témoignages saisissants, et je félicite une nouvelle fois nos équipes sur place, devraient nous interpeller de cette société parallèle, puisqu'on reprend le terme qu'il a utilisé, on faisait ça en famille, de cette société parallèle qui est en train de se construire. C'est une société parallèle, une économie parallèle qui fonctionne sur le mode du fratriarcat, c'est-à-dire les bandes entre elles qui valorisent le point de deal à travers la réputation du quartier au regard des enjeux et des convoitises que manifeste la manne financière de certains supermarchés de la drogue. On sait par exemple qu'à la Paternelle, c'est 100 000 € le week-end. Donc vous imaginez bien que cela suscite des appétits des plus aiguisés. Donc le mode de fonctionnement clanique, il est fratriarcal, il est familial. Il n'y a rien de surprenant dans toute l'historicité du trafic de drogue depuis finalement le début de la politique de la ville, hein, parce que ça c'est simplement la signature de l'échec de la politique de la ville. Et un chiffre qui devrait alerter justement sur ce rajeunissement-là de ces petites mains, c'est le chiffre qu'a donné Christian Sainte, le directeur général de la police judiciaire, qui expliquait que 60% des mises en examen liées aux tentatives d'assassinat ou aux assassinats relatifs au narcotrafic concernaient les jeunes entre 15 et 21 ans. Donc il y a évidemment un rajeunissement de la violence des mineurs liés au trafic de drogue. Malheureusement, face à cela, nous avons un code de justice pénale des mineurs qui n'est pas du tout à la hauteur et qui n'est pas du tout en corrélation avec la réalité chronique, clinique de ce que génèrent les dangers des trafiquants et du narcotrafic. On voit bien que, en fait, toute la société est infiltrée. Je disais sur le site Frontières, alors c'est pas le premier à donner cette info, mais c'est quand même hallucinant. C'est que maintenant, dans les recrutements des concours de surveillants de la pénitentiaire, certains profils mus par le secteur du narcotrafic s'infiltrent pour pouvoir être d'entrée le lien entre les détenus et les trafiquants qui sont dehors. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, on est en train de se demander si parmi, je crois que le concours est ouvert d'ailleurs là en ce moment, je crois, des surveillants de pénitentiaire, si un certain nombre ne sont pas en train de s'infiltrer, ne font pas partie de ce narcotrafic, pour être sur place avec ceux qui sont en prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, et ça rend d'autant plus irresponsable, j'y reviens à l'attitude de ce député, c'est que quand on alerte sur ce qu'avaient fait les magistrats à Marseille dans ce fameux rapport et cette fameuse déclaration devant la représentation nationale au Sénat, quand on est député de la République, en fait, on fait partie de l'État. On fait partie de la démocratie, mais on fait partie de l'État. On est un des rouages de son fonctionnement. Oui. Mais pardonnez-moi, là je suis en train de vous dire que l'État est peut-être en proie à de la corruption, à du gangrénage, à l'entrée, via les prisons, par exemple les surveillants, du narcotrafic. Et vous avez un député qui, lui, achète de la drogue dehors. Bah oui. La définition d'un narco-État. Mais exactement. Mais attendez, pardon, mais enfin, je crois qu'on est en train de basculer là-dedans. Je ne veux pas être trop négatif. Et moi, il y a quelque chose quand même qui m'a marqué. Souvenez-vous, c'est DZ Mafia qui a fait une conférence de presse, en effet, pour s'exonérer d'un crime. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que les trafiquants de drogue se mettent au même niveau que l'État et les trafiquants ont même plus de moyens que l'État dans certains quartiers. Et j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Sabrina parce que
c'est très juste. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le rajeunissement des trafiquants de drogue. Et que peut faire l'école de la République face à ça? Ceux qui, dans les quartiers, indiquent aux clients où il faut aller, peuvent gagner 120 € par jour. Ceux qui sifflent quand les policiers arrivent peuvent gagner 150 € par jour. Et les vendeurs, c'est 300 €. Mais qu'est-ce qu'on va dire à ces gamins-là quand ils nous disent, vous savez, monsieur, moi, en faisant du trafic de drogue, je gagne 3 ou 4 fois plus que votre salaire. Comment voulez-vous que ces enfants, finalement, goûtent à l'école de la République et à l'ascension sociale? Et surtout, ce qui m'inquiète encore plus, c'est les tueurs à gages qui sont de plus en plus nombreux, qui sont de plus en plus jeunes. J'ai le souvenir de Mathéo, qui s'était filmé, qui avait 18 ans, qui s'était filmé avant qu'il ait tué des gens et après qu'il ait tué des gens parce qu'il gagnait de l'argent, en effet, en réglant certains comptes, et il le faisait de manière totalement hilare. Oui, oui. Il y a une absence d'empathie, il y a une absence de vision sur le long terme, et finalement, la vie n'a plus aucune valeur. Et quand vous regardez un petit peu, vous regardez par exemple les études de Monsieur Berger, qui est ce pédopsychiatre qui s'occupe notamment de ces adolescents, ils vous disent qu'ils n'ont aucune perspective après 2, 3 ou 4 ans. C'est-à-dire ils veulent se faire un maximum d'argent et après, advienne que pourra. C'est très inquiétant. Et même ces adolescents qui sont en proie à de la violence, j'ai souvenir qu'au mois de juillet dernier à Marseille, il y avait un adolescent qui a été séquestré dans une cave, tout simplement parce qu'il voulait s'extirper du trafic de drogue, et les trafiquants de drogue lui avaient dit non, tu as une dette et tu vas continuer. Et avec ce phénomène de jambisation, parfois on est capable de tirer dans la jambe d'un adolescent ou même un coup de couteau pour bien lui faire comprendre que tu vas rester dans le trafic de drogue, et si tu n'y restes pas, on va s'en prendre à ta sœur ou à ta mère. Voilà où on en est. Michel Auboin, vous aviez constaté avec vos homologues ce rajeunissement progressif. Oui, alors pour revenir quand même à la question de la drogue, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui a bougé assez rapidement, c'est le passage du cannabis à la cocaïne et aux drogues de synthèse, parce qu'on est aussi aux drogues de synthèse. Le cannabis, ça avait un côté encore un peu artisanal. Dès qu'on arrivait dans la cocaïne, les sommes investies sont considérables, le danger est grand, et aujourd'hui, on a des organisations criminelles qui sont des entreprises internationales. Donc ça devient beaucoup plus compliqué de mettre en œuvre des réponses adaptées. Alors ça, c'est la première chose, et je pense qu'on n'y arrivera pas. En France, on n'y arrivera pas tant qu'on n'aura pas un consensus de la population sur la consommation de la cocaïne. Tant qu'on a, parce que, pardon de le dire, les gens qui consomment de la cocaïne, ils n'habitent pas dans les quartiers. Ils habitent plutôt dans les centres-villes. Et tant que ces gens-là ne sont pas d'accord sur un consensus de lutte contre le crime organisé va faire ce que dit fort bien M. Revel, petit à petit, va gangréner toute la société. On va le voir dans les marchés publics, on va le voir dans les communes, on va le voir dans les institutions publiques. Ça va être de plus en plus compliqué à lutter. Il y a des moyens, des pays ont fait des choses, et je pense que chez nous, tout le monde est prêt à agir. Quoi, par exemple ? On peut monter des grandes institutions plus pertinentes avec nos forces de police pour faire mieux, et sans doute un parquet comme on en a un pour la lutte contre le terrorisme, qui est quand même très efficace, pour faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire lutter contre les points de deal, et en fait insécuriser le premier niveau, le niveau des vendeurs, mais pas toucher au niveau supérieur qui est beaucoup plus difficile à attraper. Voilà, c'est clair. Et sur la violence des plus jeunes, là c'est un autre phénomène, parce que je pense que les trafiquants utilisent ce phénomène, mais ils ne sont pas forcément les seuls. On a aujourd'hui, je l'avais déjà dit, mais je l'ai vérifié à travers l'étude de RIX entre jeunes sur la région Île-de-France, on a aujourd'hui une population juvénile de 13 à 17 ans, très violentes, capables de passer à l'acte, qui tuent sans se rendre compte qu'ils ont tué, et qui en fait sont mus par, comment on peut dire, une espèce de sentiment de puissance qui relève davantage des jeux auxquels ils ont participé quand ils étaient plus jeunes que d'une réalité dans laquelle ils ne sont pas rentrés. On a quelque chose là qui relève un peu de la psychiatrie collective, il faut bien dire, parce que tuer quelqu'un de son âge et pas se rendre compte qu'on l'a tué, ou parfois même penser qu'il va se réveiller, ça relève plus de la raison, quoi. Et les trafiquants utilisent beaucoup ces jeunes. On le voit, c'est facile.
Alors certes, on n'a pas les réponses adaptées en matière de justice pour mineurs, c'est vrai, mais au-delà de ça, je pense il faut qu'on fasse très attention à toute cette population juvénile qui aujourd'hui est capable de passer à l'acte et pas uniquement pour du trafic. On en revient un tout petit peu à notre discussion de tout à l'heure sur la perte de repères. C'est exactement ça. Et puis il ne faut pas réfléchir à ce sujet-là de manière isolée, en silo. Le narcotrafic, avec finalement sa manière de fonctionner clanique, donc qui s'oppose à notre esprit de fraternité dans notre devise républicaine, il est totalement lié à la question idéologique et notamment sur la scène internationale. Lorsqu'on entend dans les rues de Paris des appels à l'intifada, on le voit bien, la résonance que ça peut avoir justement dans ces sociétés complètement opposées à la nôtre, à l'intérieur du territoire. Et je pense qu'il faut prendre la mesure aussi de ça d'un point de vue idéologique. Et l'appel à l'intifada, ça veut dire ici, avec deux peuples finalement sur le territoire français. Discussion extrêmement intéressante que l'on pourrait poursuivre. Il y a énormément de sujets. Est-ce que vous souhaitez parler de la Cour des comptes de Marseille, effectivement, qui s'alerte sur le fait que le plan Marseille en grand, ça vous désole un tout petit peu, Éric Revel. On aura l'occasion, et c'est peut-être un pari que je fais également sur l'avenir. Je préviens nos auditeurs et nos téléspectateurs. Je vais tenter de vous réconcilier avec Sandrine Rousseau dans un instant. D'accord. Non, mais je repense aux multiples déplacements du président de la République à Marseille. Vous voyez, il n'en parle plus. Hein. La communication en grand. Pour le reste, c'est comme d'habitude, ceinture. Et bretelles. Ceinture et bretelles. Non, tout simplement parce que il y avait ce plan Marseille en grand qui avait été annoncé en grande pompe par le président de la République, et 3 ans après le lancement de ce plan, seulement 1,23% du budget a été consommé. Ce sont les chiffres de l'année précédente. On nous dit que ça s'est amélioré. Ce que fait la mairie et le printemps. Ah oui, ça en dit long entre les décisions de l'État, les communes qui ne sont pas forcément du même bord politique qui s'opposent à la décision. Le maire de Marseille, visiblement, je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa ville depuis qu'il est aux affaires, mais... Vous voulez qu'on l'écoute ? Ah bah oui, allez, si vous l'avez. Écoutons Benoît Payan et on poursuit la discussion quelques instants, et ensuite on tente de vous réconcilier peut-être avec Sandrine Rousseau. SR. Je suis dubitatif devant ce rapport. C'est un rapport qui est très complet, avec des mots qui ne sont d'ailleurs habituellement pas les mots qui sont employés par les magistrats financiers. Un suivi indigent, par exemple. Je trouve que c'est d'une violence, si vous voulez, contre le préfet et contre l'État, qui me paraît de mauvaise aloi et qui ne reflète pas la réalité. Mais je crois comprendre que les magistrats eux-mêmes sont capables de comprendre que personne n'a de baguette magique. Personne n'a de baguette magique. Non mais attendez, c'est quand même un aveu d'impuissance, pardonnez-moi, il charge l'État et le préfet, mais la mairie il propose. Vous savez, il y a 2 choses sur lesquelles avait été élue la gauche à Marseille, c'était les logements, l'insalubrité des logements. Vous vous souvenez qu'il y a eu des victimes dans Marseille, des bâtiments qui sont écroulés. Et puis la réfection des écoles. Si vous avez des projets, j'imagine... Si vous avez des projets à faire financer, c'est quand même... Donc c'est bien que M. Payan charge l'État et le préfet, en disant c'est un peu violent contre eux. Mais lui, il fait quoi depuis qu'il est à la majorité à Marseille ? Il faut savoir, effectivement, balayer devant sa porte parfois. Surtout qu'il faut comprendre que dans ces plans, on est toujours dans le cofinancement. C'est-à-dire que l'argent de l'État, c'est pas l'État qui construit. Donc ces plans sont faits de telle façon qu'il y a des crédits de l'État, mais des crédits de la mairie, des crédits du département. Et donc s'il n'y a pas de tour de table, si on n'est pas capable de s'entendre, si on ne monte pas des projets, s'il n'y a pas des équipes qui les montent, évidemment, il ne se passe rien. Donc le maire a sa responsabilité. Évidemment. Bien sûr. Bon, on va écouter et regarder cette... déclaration de Sandrine Rousseau, et je fais peut-être un pari très risqué, que vous allez être d'accord peut-être pour la première fois avec la députée. Ce pays devient bizarre, Sandrine Rousseau, qui réagit à l'interpellation notamment, et au fait que des CRS sont venus déloger des boulistes de Montmartre qui tentaient de conserver leur boulodrome. Alors la mairie de Paris estime qu'ils occupaient ce boulodrome sans droit ni titre depuis 1971. Mais voilà, Sandrine Rousseau estime que ce pays devient bizarre tout simplement parce qu'on déloge avec des CRS tout de même. Je précise et je tente de commenter cette photo pour nos éditeurs d'Europe 1. Vous pourriez presque tenir les mêmes propos.
Et on aimerait qu'il y ait de telles actions vis-à-vis des sauveurs des vendeurs à la sauvette, peut-être. C'est la mairie de Paris qui a décidé d'en faire autre chose. Je crois qu'il y a un hôtel. Il y a un hôtel privé qui devrait allouer des moyens supplémentaires pour en faire un petit jardin. C'est le profit qui prend le pas sur l'amitié du verre de pastis avec modération et des boules, quoi. Non mais je me méfie toujours des tweets de Madame Rousseau. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai perdu mon pari. Quand tu as dit ce pays devient étrange, mais qu'est-ce qui est étrange de voir les forces de l'ordre faire respecter un ordre qui a été donné, c'est ça qui est étrange pour Mme Rousseau? Ou c'est le fait qu'on chasse des boulistes qui étaient là depuis et qui assuraient un lien social dans ce quartier? C'est indéniable. C'est ça qui est déplorable. A priori, c'est les forces de l'ordre. Madame Hidalgo détruit quand même l'âme de Paris, parce que ces boulistes, en effet, c'est aussi l'âme de Paris. Et quand on voit la politique qu'elle est en train de mener, la destruction du paysage parisien, moi, ça m'effraie. Et ça Madame Hidalgo, oui, ça fout les boules. Tout à fait. Vous êtes très en Elle a fait l'entrée et la sortie. Non, ça a été un plaisir de partager ces 2 heures en votre compagnie. On avait énormément de sujets. J'ai eu peut-être les yeux plus gros que le ventre, disons-le assez clairement. Mais voilà, je souhaitais finir par ce petit trait d'esprit, cette petite note peut-être un tout petit peu plus gaie que l'ensemble des sujets que nous avons évoqués avec vous. Réconcilier ou pas? Non. Vous attendez de voir pour une réconciliation potentielle avec Esser. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1 et bien évidemment sur CNews avec